Eh bien, écoute, bonjour Axel. Bonjour Julie. Je suis ravie de t'inviter aujourd'hui comme invité spécial pour les cafés de la Vigie. Café qui aujourd'hui sera soit glacé, soit frappé ou un grand verre d'eau fraîche. C'est ça, il est prêt. Voilà. Et moi aussi, tiens, tu vois, c'est ma gourde toute fraîche. Donc moi, aujourd'hui, le café de la Vigie va porter sur les jeunes aidants. Mais des jeunes aidants bien particuliers, ça va être les jeunes aidants diplômés qui vont rentrer sur le marché du travail. Donc ça, c'est quand même une particularité de vécu. Et aussi les jeunes aidants qui sont dans l'angle mort des actions QVCT. Donc ça, ce sont les deux newsletters de la semaine, du mois qui ont été établis. Et pour ça, j'avais envie d'avoir un éclairage un peu expert sur les jeunes aidants et de mixer un peu nos deux expertises. Donc, on accueille petit à petit, hop là, les gens, et je suis obligée de faire un accueil manuel, c'est pas très pratique. Hop, on va voir qui c'est qui arrive. Bon, ça n'arrive pas. C'est super. La technologie est juste magnifique. Je sais pas pourquoi il y a des couacs comme ça. Ça m'a fait un couac comme ça ce matin aussi. On va Bon. voir qui n'arrive pas. Oui, alors c'était une certaine Nadège, mais du coup, bah, j'ai rien. Oh là là, ça m'angoisse toujours cette histoire de, hop là, cette technologie qui fonctionne que quand elle veut. Ah, Bonjour, bonjour. bonjour. Ah, on ne vous entend pas, il n'y a pas de son, pas d'image. Ok, eh ben, Bonjour. on va faire. Bonjour. Bonjour, hop là. Alors, je suis désolée, les En gens profitant pour arrivent aller au. monter le ventilateur. Ok, je sais pas, la technologie fonctionne que quand elle veut. Marie-Laurencie, bonjour. Alice Magnin. Ah, Alice, c'est dont tu C'est m'as Alice parlé tout qui est à la pause brindille. Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour Bonjour. à toutes. l'heure. Bonjour Alice. Alors, Elsie, est-ce qu'on peut avoir un petit prénom juste, à défaut d'avoir une image? Non. Ok. Pas Excusez-moi, de je me souci. trompe là. Lucie, enchantée. Bonjour Bon, Lucie. Hop, ah, Nadège est là. Nadège. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour Nadège. Pourquoi pourquoi ça a coupé à un moment donné. C'est très particulier, hein. J'ai encore changé de compte de Visio. Du coup, j'ai un truc qui fonctionne que quand ça veut. On va faire avec ça. Bon, allez, on démarre. Merci à vous d'être là. On va accepter les gens au fur et à mesure de leur arrivée. Aujourd'hui est un café de la vigie un peu particulier puisque j'ai décidé de parler des jeunes aidants. Et ces jeunes aidants qui sont plus particulièrement jeunes diplômés, donc qui sont en train de décrocher leur diplôme et qui vont arriver sur le marché du travail en restant aidants ou en ayant vécu l'aidance avec toutes les conséquences que ça a pour eux, mais que ça a aussi pour les entreprises qui vont les embaucher. Et puis aussi ces jeunes aidants qui sont déjà en entreprise et qui sont dans l'angle mort de la QVCT parce que cette QVCT a été pensée pour, euh, pour des aidants qui ont, allez, 34, 45, 50 ans. Alors, je vais vous proposer, pour entamer on est un petit panel, pour entamer ce café de la vigie, par une petite question en réponse dans le chat, ou comme on n'est pas nombreux, vous pouvez aussi le dire en audio. D'après vous, un jeune aidant en entreprise, c'est quel âge? Quelle est la moyenne d'âge d'un jeune aidant? Est-ce que 30 vous ans. avez une petite idée de ça? Pardon, Moi, je Nadège? dirais 30 ans. Moi, je dirais 30 ans.
30 Oui, ans. moi aussi, une trentaine d'années, 25-30 ans. Ok. Moi, je dirais 23. Oui. Moi, je Lucie? dirais encore plus jeune. Moi, je pars sur entre 15 et 18. En entreprise. En entreprise, oui. Ah oui, en entreprise, pardon. Oui, donc s'il travaille, ouais, c'est un peu difficile. Ouais. Ok. Allez, une vingtaine. Alors, je vais vous donner ma réponse. Et sous le couvert d'Axel, que je n'ai pas présenté officiellement, je vais vous la représenter après. En fait, on considère un jeune aidant entre 5 et 25 ans. Dans les jeunes aidants, et qui travaillent, on a les apprentis. Donc, un apprenti, c'est à partir de 14-15 ans. On a les alternants à partir de 17-18 ans. Et on va aller jusqu'à 25 ans pour considérer qu'ils sont jeunes aidants. Pourquoi entre 25 et 30? Ça, c'est une marge, c'est une petite zone grise qui est réservée à l'appréciation de chacun. Mais en gros, c'est ça. Donc, ça veut dire que dans votre entreprise, vous avez des apprentis, des alternants, des jeunes diplômés qui arrivent et donc et des stagiaires. J'oublie les stagiaires parce que mine de rien, quand on fait un stage de plusieurs semaines et que le stagiaire est en retard, enfin, on va parler des signaux faibles et tout ça, c'est quand même pas anodin non plus d'avoir un stagiaire et de pas être au courant de sa situation personnelle et de juger son stage sans ce prisme-là. Voilà. Donc c'était un petit peu en démarrage ce que j'avais envie de vous dire. Aujourd'hui, comme invité spécial, j'ai Axel Anderlé, qui est la fondatrice de l'association La Pause Brindille, qui est une association qui a pour vocation de vraiment sensibiliser autour de la jeune aidance, et je vais la laisser se présenter un peu plus exhaustivement. Axel, à toi. Bonjour, donc je suis Axel Anderlé, la fondatrice donc, de La Pause Brindille, une association qui est née sur la question des jeunes aidants en 2020 et qui a pour objectif de créer une communauté de soutien pour lutter contre leur isolement. Effectivement, comme tu le disais, nous on accueille les enfants à partir de 7 ans, enfants, adolescents et jeunes adultes. Donc on a énormément d'actions de sensibilisation pour faire émerger ce sujet au sein de la société civile, des actions de libération de la parole aussi pour que les jeunes aidants puissent entendre des témoignages d'autres jeunes et se reconnaître dans ce rôle. C'est quand même pas le terme toujours le plus approprié, mais pour l'instant, c'est le terme utilisé, donc on fait avec. Nous avons de nombreuses actions de soutien, dont une ligne d'écoute qui existe depuis 2021, une ligne d'écoute nationale pour les jeunes à partir de 15 ans. Alors là, c'est à partir de 15 ans parce que c'est en digital, donc on respecte la majorité digitale. La ligne s'appelle Brin d'écoute et vous retrouverez toutes les informations sur notre site web lapausebrindille.org. Et dans quelques jours, notre objectif, c'est donc de faire communauté de soutien et on le vit en réel dans quelques jours puisque la semaine prochaine, nous organisons notre 3e Tribu Brindille Festival, le plus grand rassemblement français de jeunes aidants, c'est dans la région lyonnaise. Il reste encore quelques places. Donc, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur la page LinkedIn de La Pause Brindille et à relayer nos infos. Et puis, je voulais aussi saluer notre administratrice Alice qui est là, qui est venue peut-être pour quelques minutes et qui, si tu as envie et le temps de te présenter, je te laisse la parole, Alice. Ton micro est coupé, Alice. Merci. Oui, je peux le faire maintenant ou plus tard, hein, Julie, tout dépend de… Vas-y, synthétiquement, tu peux le faire. Donc moi, je suis en effet impliquée dans l'association La Pause Brindille depuis plusieurs années et récemment devenue administratrice. Et auparavant, j'étais bénévole et je le suis toujours parce que je suis moi-même concernée. Donc j'ai été jeune aidante et là j'ai 31 ans. Alors je suis toujours aidante et plus si jeune, mais encore un peu quand même. Donc de ma maman qui souffre de troubles bipolaires et qui m'a élevée seule et je n'ai pas de frères et sœurs. Donc j'ai été aidante principale en alternance avec ma tante. Voilà. Mais on aura peut-être l'occasion de parler un peu plus de ce que ça implique. Ouais. Et donc moi,
comment dirais-je, je collabore avec la Pause Brindille dans le cadre de ma spécificité entreprise pour justement le sujet que nous évoquons aujourd'hui, comment accompagner, accueillir, comprendre, intégrer des jeunes aidants en entreprise, qu'ils soient stagiaires, apprentis, alternants ou jeunes embauchés. Voilà, ce sont des particularités qu'il faut quand même, je pense qu'on est tous convaincus ici qu'il y a un intérêt à prendre ces données en compte dans nos contacts avec ces jeunes aidants. Voilà. Axel, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand un jeune aidant arrive dans son premier emploi? Qu'est-ce qu'il a déjà vécu? Ça veut dire quoi être aidant quand on est jeune? Parce que moi, j'ai été jeune à 13 ans et quand je dis à ma mère je suis jeune aidante, elle me dit mais pourquoi tu as été aidante? Ah ben Qu'est-ce que ça implique? Je pense que c'est d'abord tout dépend du niveau d'aide apportée et de l'âge où ça a commencé. Et pas tant de la pathologie du proche, malgré ce qu'on peut avoir en tête. Nous, à la Pause Brindille, nous sommes une association transpathologique, c'est pas un mot très joli, mais nous accueillons les jeunes, quelle que soit la pathologie des proches, donc handicap, maladie psychique, maladie physique et addiction. Je tiens à le dire, c'est un sujet dont on ne parle pas bien souvent. Et ce qui va faire aussi la différence quand même, c'est la question de la stigmatisation de la maladie du proche. Si la maladie est très stigmatisée, le jeune peut arriver à l'âge adulte sans jamais en avoir parlé, sans parfois même que ça n'ait été abordé au sein de la famille. Il y a des tabous qui sont tenaces et coriaces. Et après, il y a la question aussi de est-ce que ce jeune a été aidant principal, comme c'était le cas d'Alice par exemple, ou est-ce qu'il est aidant secondaire, co-aidant, et qu'il y a d'autres personnes qui ont pu étayer aussi cette situation d'aidance précoce en famille. Voilà, donc il arrive souvent, bon, j'aime pas bien généraliser, mais on est obligé de faire un peu des moyennes, il arrive quand même porteur d'une charge mentale réelle qui peut être... je pense souvent au burn-out en fait des jeunes en entreprise, et quand on arrive en entreprise en ayant déjà eu une charge mentale depuis 5, 10 ou plus, plusieurs années comme ça, bah voilà, c'est quelque chose qui s'est posé, qui s'est même déposé, et avec laquelle il va devoir composer dans son premier emploi, et tout ce que ça implique aussi d'être performant, d'être mobile et parfois les difficultés que ça peut représenter pour elle ou lui. Voilà, mais Alice, peut-être que toi qui as été jeune aidante et en emploi, diplômée, tu peux aussi… Et en burn-out, du coup. Et en burn-out, je sais. Voilà. Oui, mais non, mais tu as très bien résumé. Hein. C'est ce qui est au cœur de, je pense en tout cas, et ce qui a été le cas pour moi, de la problématique des jeunes aidants en entreprise, c'est la charge mentale. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, la charge mentale qu'on pouvait encore absorber quand on était que, avec des gros guillemets, lycéens ou étudiants, parce qu'il y a aussi des attentes hein, quand on est en études. Et je l'ai vécu, moi, au moment d'écrire mon mémoire, ça a été très difficile. Quand on est en entreprise, c'est encore le cran au-dessus, on va dire. Encore une fois, ça dépend du métier exercé, mais moi, c'est vrai que j'ai fait des études supérieures qui m'ont mené, et c'est très chouette, hein, à des métiers cadres, mais donc avec des charges de travail assez importantes et conséquentes, et des pics de stress parce que j'ai travaillé dans la communication et l'événementiel. Et c'est typiquement à chaque fois qu'il y a eu ce cocktail explosif de forte charge de travail et d'une forte charge d'aidance en parallèle, que j'ai été fragilisée psychologiquement et que j'ai complètement craqué. Donc, voilà. Et donc ça m'est arrivé 2 fois avant l'âge de 30 ans, quand je travaillais. Ouais. Donc, il y a ça, et puis il y a aussi, comme tu l'as dit, le stigmate qu'on peut se traîner ou pas en fonction aussi de comment nous, on vit les choses et de la posture de nos collègues et de notre hiérarchie et des RH.
euh, je me permets Mm. de prendre la suite parce que là, on aborde tout de suite la question des douleurs, de la charge. Mais, et ça, tu l'as très bien dit dans tes newsletters, hein, Julie, qui sont vraiment super intéressantes. Le jeune arrive aussi avec des compétences euh, insoupçonnées parfois de lui-même. Et il a développé aussi beaucoup de savoir-être. Bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir et de Ouais. compétences. Et il arrive aussi fort de ça, mais bien souvent, il n'en a pas conscience. Et donc, voilà, je pense que ça aussi, c'est quelque chose que l'on peut collectivement travailler. En tout cas, à la Pause Brindille, c'est notre souhait aussi de réussir à valoriser ce avec quoi il arrive. Et dans ta newsletter, tu disais ceux qui se voient dans leur CV et ceux qui ne se voient pas sur leur CV. Et ceux qui ne se Mm. voient pas sur leur CV, c'est aussi ceux qui n'ont pas vécu, bien souvent, notamment la question des loisirs et des voyages, par exemple. Et je sais Mm. qu'aujourd'hui, enfin, moi aussi, je recrute hein, et je regarde les passions, les loisirs, parce que ça peut permettre d'avoir un entretien un petit peu différent avec les jeunes qu'on reçoit. Et quand il n'y en a pas beaucoup, on se pose toujours un peu la question. On se dit, ah, bah, dis donc, celui-là, celle-là, est un peu resté le jugement quoi, qui arrive de l'adulte. Hein. Moi, je suis bien là, ouais, j'ai 52 ans, donc j'ai eu des jugements et je pense malheureusement que j'en ai encore. Ah, bah, c'est peut-être un peu creux sur certaines choses un peu plus personnelles. Et en Mm. fait, bah, en fait, c'est aussi que c'est pas un manque d'intérêt ou un manque de curiosité, ça a été un manque de possible, un manque de temps, un Ouais. manque de disponibilité. Mm. Et donc ça, c'est super intéressant. Et ce qui veut dire qu'il va arriver parfois au travail avec, et là, c'est aussi la maman d'enfants handicapés qui parle, le travail comme espace d'épanouissement. C'est-à-dire que le travail va être sa liberté, son endroit à elle ou à lui, et l'endroit où souvent bah, on va tout donner. Voilà. Et ce qui peut amener bah, justement à un surengagement, un surinvestissement. Donc il faut. Voilà, c'est un travail Ouais. précis ensemble. C'est un public quand même particulier à prendre en compte. Le principe des cafés de la vigie, c'est de pouvoir échanger et partager tout ce qui est donné, les chiffrages, les stats et tout ça. Je les mets dans les newsletters que je vous invite à consulter si c'est pas déjà fait, qui sont sur LinkedIn. Mais justement, de cet espace-là, il est pour échanger, témoigner. Comme aujourd'hui, on n'est pas beaucoup. J'avais envie de voir sur nos trois autres invités, donc Lucie, Nadège et Marie-Laurencie. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce sujet? Est-ce que vous avez des questions, des témoignages, qu'on fasse un petit peu connaissance, histoire d'interchanger. Ce webinaire va être enregistré et rediffusé en replay. D'habitude, je le fais pas parce qu'il y a souvent beaucoup d'intimes qui est partagé à l'occasion de ce webinaire et je préfère que ça reste en off plutôt que diffusé sur les réseaux. Là, on est sur un sujet un peu particulier, donc je vous mets juste en vigilance que ce sera republié. Mais qu'est-ce que vous avez envie d'apporter ou de témoigner ou de questionner? Vous pouvez lever la petite main si vous êtes plusieurs à vouloir prendre la parole. Marie-Laurencie, je vous sens prête. Je lance ma main à moi. Bah, en fait, moi, je viens essentiellement pour m'informer parce que j'ai découvert les cafés de la Vigie très récemment. Et je suis sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des aidants. Donc actuellement, j'ai plutôt une clientèle de personnes âgées, donc beaucoup de femmes qui accompagnaient un mari qui vivait une maladie grave. Mais je vois que je commence à avoir des contacts avec des personnes plus jeunes. Voilà. Donc je me suis dit, ce serait bien de quand même bien comprendre un peu ce qui se passe, etc. C'est pour ça que tous vos témoignages, à tout ce que vous dites, ça m'apporte beaucoup. Ça va nourrir enfin, ça va m'apporter une connaissance d'un sujet que je ne maîtrise pas complètement, ce qui concerne les jeunes. Et c'est quelque chose à laquelle je viens quand même aussi parce que j'ai un de mes fils dont l'ami accompagne une maman atteinte de la maladie d'Alzheimer et bah, elle fait ça depuis qu'elle a 20 ans. Et il m'a fait une réflexion, il m'a dit, tu te rends compte, moi je construis ma vie professionnelle,
tranquillement, voilà, sans souci. Et moi, ma copine, elle visite des maisons pour s'occuper de sa maman. Et moi, ça a fait un déclic. Je me suis dit, mais c'est vrai, les jeunes qui portent un membre de la famille, enfin, c'est pas, on n'y pense pas toujours. Voilà. Et je vois justement qu'il y a un nouveau regard posé là-dessus. Et moi, voilà, je voulais vraiment m'informer et entendre des témoignages vrais, voilà, pour moi mieux comprendre et peut-être moi mieux me préparer pour ma pratique, pour être plus efficace, pour mieux comprendre plus vite, puisque la sophrologie, ça se base beaucoup sur l'écoute. On ne donne pas de conseils, on écoute et après on trouve les outils adaptés aux besoins de la personne. Voilà, donc je suis ici aujourd'hui essentiellement pour ces raisons. Alors, à titre personnel, moi, je suis moi-même accompagnante, aidante de mes 2 parents. Mais moi, je suis plus toute jeune, et mes parents non plus. Mais je sais ce que c'est, voilà, parce que ma mère est diagnostiquée Alzheimer depuis 12 ans maintenant. Mon père a 94 ans. C'est une dépendance physique, on va dire. Donc, c'est 2 dépendances complètement différentes. Mais après, je sais ce que c'est que le quotidien d'un aidant. La charge mentale, les soucis, les émotions contradictoires, enfin bref. Voilà. Ouais, mais autant j'espère ne pas avoir été trop longue. Dans notre société, on est assez prêt à s'occuper de nos parents vieillissants. Autant je trouve qu'on est quand même pas équipé quand on est ado pour s'occuper de nos parents Mais oui. malades, quelle que soit la situation de vulnérabilité, hein, encore une fois, que ce soit addiction, maladie psychique, maladie physique. Je vous invite à aller voir sur le site de la Pause Brindille. Vous avez pléthore de témoignages, des petites vidéos super bien faites avec des jeunes qui témoignent de ce qu'ils vivent, quel que soit leur âge et quelle que soit leur expérience. Il y a beaucoup de ressources pour vous là-dessus, Marie-Laurence. Oui, je crois que ça, c'est sur la chaîne YouTube de la Pause Brindille, il me semble. C'est sur le YouTube. Oui, j'irai voir. Et moi, je suis, j'ai envie, moi, j'ai reçu une clientèle essentiellement individuelle, mais j'ai vraiment envie, je suis basée à Nantes, j'ai vraiment envie de sensibiliser les entreprises aussi à ça. Parce que là, ça devient un vrai sujet de société, les danses. Ah mais complètement. Mais ça, on en reparlera. Vous pouvez regarder mes newsletters pour avoir plus d'infos. Nadège a levé la main. Mais je vais m'abonner. Merci. Nadège. Merci pour votre attention. Merci beaucoup déjà pour toutes ces informations. Alors moi, je ne suis pas du tout je suis vieille, donc je suis aidante mais vieille. Voilà. Il n'y a aucun problème. Mais si je peux le dire, j'ai le droit de le dire. Mais bien sûr. Moi, je fais partie du groupe Tilia, justement, qui intervient auprès des salariés aidants, d'accord, en entreprise. Et c'est vrai que quand on parle d'aidance, on s'adresse toujours, et les gens qui viennent à nos points de rencontre ou d'acculturation sont souvent des personnes d'un certain âge. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier, et ça, j'avais besoin d'avoir des retours par rapport à vous aussi, qu'il y a des jeunes en entreprise. Et on ne va pas vers eux en leur disant « Ah, ben tu es peut-être aidant » ou il n'y a pas les signaux, ou les managers s'adressent plutôt à des personnes. Là, on a fait une acculturation sur Bordeaux dans une entreprise. C'était beaucoup de personnes de plus de 40 ans, alors que je sais qu'il y a des aidants qui sont beaucoup plus jeunes. Et j'avais besoin de ces informations aussi. Je pense qu'il y a 2-3 choses à comprendre de primordial par rapport à des jeunes aidants en entreprise. La première des choses, c'est que quand ils ont été jeunes aidants, ils ont appris à se taire très tôt. Pourquoi? Parce que il y a le regard social des copains, tout ça. Parce que il y a comment dirais-je, la honte. Selon la pathologie, c'est très compliqué de construire sa propre identité, alors que l'identité même, et ça tous les aidants le disent, l'identité même est engloutie par les danses. Alors quand elle est en construction, c'est un truc, voilà, et on se construit en n'existant pas vraiment en fait. Et donc on n'a pas l'habitude de parler de ça. Et puis ensuite, quand il arrive en entreprise, il est en construction de carrière. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que malgré toute la bonne volonté de nos managers, dès que vous avez un aidant, il y a des fois
j'appelle ça de la maladresse pour rester bienveillante, mais on va pas privilégier un aidant sur une promotion parce qu'on va dire, on va te laisser tranquille, on te confiera pas ce dossier parce que comme tu es aidant, tu as déjà suffisamment à faire. Ouais, Et ouais. donc, l'aidant a appris très tôt à se taire parce qu'il y a une sécurité aussi que moi, j'ai vécue en tant que jeune ado avec ma petite sœur. Pour tout vous dire, ma mère souffrait d'addiction terrible. Et donc, c'était quelque chose c'était quelque chose de très difficile à vivre, de le dire officiellement. Nous, on avait peur de la DAS. On avait peur d'un placement parce qu'on n'avait que notre maman, donc on avait peur de ça. Et donc, on faisait en sorte que rien ne se voit. Et donc, très, très tôt, on a appris à être totalement lisse par rapport à ça. Et même au lycée, en fait, personne ne le savait. Ils l'ont appris très, très tard. Donc, quand on arrive en entreprise, on est déjà formaté à se taire. Et il faut pouvoir, voilà, c'est quelque chose qui ne sera pas communiqué parce qu'on l'a appris et parce que ça peut nuire à notre évolution de carrière. On peut être stigmatisé et on est persuadé que on est seul aussi et qu'on est seul et que personne ne comprendra. D'où le silence. Mais on va en reparler ensuite avec Axel. Alice, Mais- je te donne la parole. Je voulais juste te dire une toute petite dernière chose. Pardon, Nadège. Dorénavant, Oui. maintenant, quand je ferai les interventions en entreprise, je dirai tous les salariés. Mm. Voilà. Et ça, vous venez de me l'apprendre. Ça sera tous les salariés, même ceux qui viennent d'être embauchés. Parce que vu Ouais. que c'est confidentiel, ils ne sont pas obligés de. Nous, le service est confidentiel, ils ne sont pas obligés de le dire à leur, à leur manager. Mais ça ne sera pas qu'une partie des salariés, ça sera l'intégralité des équipes. Merci. Donc, merci d'avance pour cet éclairage. Super. Je voulais juste rebondir sur vraiment ce que Julie venait de dire parce que, en effet, il y a plusieurs raisons derrière le silence et puis il y a aussi le fait que, et on n'y pense pas, mais qu'on s'ignore, aidant souvent, Oui. et les jeunes encore plus. Je pense, en tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de constater avec Axel. Et je voulais rebondir, Julie, merci pour ton témoignage personnel et justement pour vous dire à quel point, surtout sur le sujet des addictions, ça peut être tabou et ça le reste. Moi, j'ai ma meilleure amie que j'ai rencontrée quand j'étais en 6e au collège, dont j'étais très proche. J'ai fait tout mon collège et mon lycée avec elle. Ce n'est qu'à l'âge de 21, 22 ans, je pense, qu'elle a trouvé le courage, quelque part, de me dire que son père, en fait, souffrait d'un alcoolisme sévère. Et on a été mais très très proches, c'était vraiment ma meilleure amie. Elle connaissait les difficultés que j'avais avec ma maman, c'était en partie pour ça qu'on était amis. Souvent, sans s'en rendre compte, on attire aussi des personnes qui ont des trajectoires un peu similaires. Et donc, pour vous dire, le niveau de stigmate qu'il peut y avoir, y compris dans un cercle amical, alors dans un cercle d'entreprise, voilà, je pense qu'en effet, c'est très dur pour certains aidants et surtout jeunes aidants de faire ce pas, d'informer éventuellement leur hiérarchie ou leur RH. Qui plus est, s'il y a un risque de stigmatisation dont tu as parlé aussi, qui est réel. Merci Alice. Lucie voulait la parole. Oui, alors, moi, juste pour me présenter, donc je suis assistante sociale, donc j'entends parler de la DAS. Me voici, voilà, je ne fais pas que placer des enfants. Je plaisante. Bien sûr. C'était des croyances de l'époque aussi, hein. Ah, mais je comprends tout à fait et c'est bien malheureux parce qu'effectivement, on sait combien de parents auraient besoin d'aide déjà de façon générale et ne font pas appel par crainte, effectivement, bien sûr, des placements et inversement des enfants qui voudraient faire remonter des problématiques et qui gardent le secret pour cette même crainte. Donc, moi, ma particularité, donc je suis assistante sociale dans le handicap. Voilà, j'ai une expertise particulière et j'ai bossé dans le secteur associatif et en MDPH pendant longtemps. Et depuis peu, je suis indépendante, donc j'interviens en entreprise, principalement et aussi également pour des patients. Moi, aujourd'hui, j'étais là un petit peu pour entendre aussi ce qui se disait effectivement sur les jeunes aidants, puisque je m'interroge toujours sur
Effectivement, comment on peut faciliter le repérage des aidants de façon plus large, mais bien sûr des jeunes aidants dans les entreprises, puisqu'on sait que ils ont du mal à se manifester, ils ont peur pour leur évolution, leur évolution de carrière. Et je me demandais en fait comment ils font finalement pour tout concilier. Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques pour eux, puisqu'on connaît les dispositifs, on va dire classiques avec les congés, les possibilités d'aménagement avec un peu plus de télétravail, etc. Mais voilà, je sais qu'il y a certainement des particularités sur les jeunes aidants, donc je m'interroge à savoir comment mieux les repérer, comment sensibiliser la hiérarchie, les managers, pour qu'ils puissent aussi interroger un petit peu ça. Je ne sais pas si ça peut se faire dans le cadre des entretiens. Est-ce que la question peut être évoquée dans d'autres moments peut-être plus informels? Je ne sais pas. Voilà, moi, je m'interroge sur tout ça. Et au quotidien, j'essaie de, de mettre en lumière ces aidants qu'on oublie parfois et qui ont du mal à assumer. Et je vous rejoins quand j'entends dire que la question des fragilités psychiques ou des addictions est quand même plus compliquée à évoquer et à assumer en fait par rapport au regard des autres, quoi. On le voit très concrètement dans le quotidien, quoi. Ouais, ouais. C'est une transition à ma prochaine question pour Axel. C'est à quel moment un jeune aidant bascule du je gère au je craque? Et justement, comment est-ce qu'on identifie cette bascule? Quelle est ta lecture, Axel, par rapport aux jeunes aidants en particulier? Et j'y apporterai un petit peu ma note entreprise. Je pense que en fait, tu notais aussi, j'ai vraiment adoré tes newsletters, hein, tu l'auras compris, mais tu notais, on ne devrait pas leur demander de choisir entre tenir leurs proches et tenir leur job. Et alors pourquoi on craque généralement, mais quel que soit son âge, hein, je pense en tant qu'aidant, c'est quand on n'arrive plus, c'est quand c'est le fameux grand écart. Et si les chaises s'écartent, au bout d'un moment, on s'écrase. Et ça peut être aussi à des moments où on parlait tout à l'heure de promotion, aussi de mobilité, c'est quand il y a quelque chose qui est proposé, qui est vraiment tentant professionnellement, parce que c'est une super aventure professionnelle, c'est une mission chouette, il y a des collègues qui donnent envie, et puis on ne peut pas dire oui, parce qu'on sait que quelque chose retient à la maison. Et donc là, il faut choisir entre soit s'émanciper d'un rôle que l'on subit parfois, que l'on n'a pas toujours choisi, ou pour lequel il n'y a personne d'autre, il n'y a pas d'étayage, ou refuser le projet et puis gérer sa frustration. Je pense que ça, c'est extrêmement difficile, encore plus quand on commence une carrière. Ouais. Moi, je verrais principalement ça. Ce que vous avez dit toutes, moi, j'ai été moyenne aidante, pas encore vieille, plus jeune. J'ai été maman aidante. Et je me souviens d'un truc qui m'a vraiment mis beaucoup de malaise quand on passait du temps ensemble avec les collègues à midi. Il y avait une monopolisation de la parole de la part des aidants de leurs parents, en fait. C'était vraiment, tout le monde disait, je vais à l'EHPAD, oh là là, je suis fatiguée, je fais des allers-retours. Tout le monde savait que, par exemple, moi, j'étais maman d'une enfant handicapée, mais j'étais maman, quoi. J'étais pas aidante, j'étais maman, c'était en gros plus mon problème. Alors, imaginez pour des jeunes qui sont aidants de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs parents, je pense que la parole est encore plus inexistante, mais pas seulement parce qu'ils n'arrivent pas à parler, mais c'est aussi parce que c'est déconsidéré. Et quand on a créé la pause brindille, quand on a lancé la pause brindille, dans le monde des aidants, je me souviens très bien que c'était très difficile de faire entendre que les jeunes étaient en souffrance. Souvent, on me disait, c'est bon, déjà, ils sont jeunes, quoi. Et il y a quand même aussi cette question de l'adulte qui déconsidère un petit peu la parole du jeune. Et ça accentue le silence. C'est aussi une façon de se protéger. Et pour revenir au parallèle jeune maman, une maman qui va chercher du boulot avec un nourrisson, elle va avoir du mal à le dire, quoi. Enfin, si on ne lui pose pas la question, elle ne va pas trop le dire qu'elle a un nourrisson de 3-4 mois et qu'elle cherche du travail. C'est exactement pareil sur un jeune aidant. Et donc,
pas dire, ne pas créer d'espace de dialogue, d'espace de confiance ou de possibilité de faire se rencontrer le besoin du jeune avec la libération de la parole en entreprise et donc potentiellement l'aménagement de certaines choses. Sincèrement, pour moi, je pense que ça ne peut pas tenir. Voilà. Alors, comment on passe de je gère à je craque en silence, je dirais. Voilà. Quand il y a du silence, il y Et a… en s'évanouissant dans une fumée de Voilà. paillettes. Allez, Voilà. au revoir. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, les signaux faibles qu'on remarque, les tout premiers, c'est les retards. Les retards qu'on appelle perlés, l'absentéisme perlé, les arrêts de travail perlés, tout ça, ce sont des petits signaux faibles. Il n'y a pas un signal qui va dire « Oh là, ça y est, il est aidant », mais c'est une accumulation de petits retards de matin. Et en fait, qui sont dus à quoi? Peut-être que l'aide à domicile a été encore en retard, elle, donc c'est redondant. Ou peut-être que l'aide à domicile a téléphoné à 7 heures en disant je suis désolée, je pourrais pas être là pour m'occuper de votre frère, de votre mère, voilà. Et donc, on est obligé de gérer un remplaçant vite fait entre 7h30 et 9h l'heure d'embauche. Et puis, il y a des fois, ça pousse jusqu'à 9h30. Mais ce genre de choses-là. Les demandes de congés sur des demi-journées. Ça, celui-là, oulala, faut faire attention. Effectivement, les refus de mobilité. Tu as une super promo qui va te demander plus d'heures de travail ou qui va te demander des déplacements fréquents, ce genre de choses-là, refus, alors que la personne est ultra qualifiée pour ça. Oulala, alerte aussi. Les rendez-vous. Des nombreux téléphoniques et des nombreux appels téléphoniques entrants et sortant en pleine journée. Oui, tout à fait. L'absence à la pause méridienne, parce que on va aller nourrir son proche, parce que on passe son temps au téléphone à gérer les urgences qu'on n'a pas pu du tout gérer pendant la journée. Et il n'est jamais là pour venir déjeuner avec nous. Voilà. L'absence aux after work, tout ce genre. En fait, tout ce genre de petits trucs-là, c'est valable pour les aidants en règle générale, comme pour les jeunes aidants. Mais en fait, il ne faut pas, on a un biais cognitif qui fait qu'on va se dire ça pour quelqu'un qui a 40-50 ans. Pour quelqu'un qui a 20 ans, on va dire, ouais, c'est un tir au flanc, ou il a encore une petite copine, c'est bon, elle a un mec, elle arrive pas à se lever le matin. Enfin, bon, ça, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres comme ça. Non, non, non. Si vous commencez à accumuler au moins 3 de ces signaux, commencez à vous poser la question. Alors ensuite, on passe à l'étape suivante. Une fois qu'on s'est posé la question, on va pas rentrer dans le jeune en lui disant « Hey, tu serais pas aidant par hasard ?» Non, j'ai remarqué qu'en ce moment, il y a plusieurs retards et loin de commencer à présumer d'idées, c'est est-ce que tu as envie d'en parler? Est-ce que tu as besoin d'aménager l'emploi du temps différemment? Parce que le premier besoin d'un salarié aidant, c'est l'aménagement, c'est une flexibilité dans l'emploi du temps. C'est pas toujours possible selon les emplois, mais ça l'est quand même de plus en plus. Après, on fait du cas par cas et quand j'interviens en entreprise, on étudie toujours du sur-mesure, mais la flexibilité. Il y a quelque chose que j'ai mis en place dans plusieurs entreprises, c'est le compteur temps aidant. C'est-à-dire, là, l'aidant a besoin de partir à 16 heures au lieu de 17 heures. Je sais que dans son compteur temps aidant qu'on a mis en place par un petit logiciel, une IA, n'importe quoi, il y a plein de façons de le faire. Une fiche écrite, on s'en fout. Il est parti à 16 heures aujourd'hui, il me doit 1 heure et je sais qu'un aidant est hyper loyal et engagé. Cette heure-là, il va la redonner dans la semaine ou la semaine suivante. J'ai pas de souci à me faire. Et donc, à partir du moment où la parole est libérée, que la situation est officielle, il aura beaucoup plus de facilité à dire « Je suis désolée, je dois partir à 16 heures, cette heure-là, je la rends après. » Voilà. C'est ce genre de petites choses-là, de dispositifs qui ne coûtent rien fondamentalement à l'entreprise, qui peut être mis en place. Mais la parole, aller aborder les dents en lui disant, voilà comment ça va aujourd'hui. Je trouve que tu es un petit peu plus fatigué en ce moment. Est-ce que tu as envie d'en parler? Est-ce qu'il y a une façon qui pourrait t'aider d'alléger d'alléger la charge de travail? Est-ce que c'est une période particulière? Vous voyez, ce genre de trucs-là qui sont des questions sans rentrer dans l'intimité, parce qu'il y a toujours ce côté de peur d'être intrusif. Il y a toujours ce côté de peur d'aller dans l'intimité et que le problème intime ne veut pas être évoqué, mais d'être ouvert à la discussion, laisser l'idée germer et dire que vous êtes à l'écoute.
Alice dit, je rajouterai que ces signaux faibles peuvent être assimilés, vus en entreprise, comme un manque d'engagement qu'on reproche souvent aux jeunes de manière générale. Oui, la fameuse génération Z, et là maintenant, comment on les appelle, les milléniums aussi. Voilà, les milléniums ne sont pas engagés, ce sont des personnes volatiles, c'est pas vrai, et surtout pas un aidant, quoi. Mais pas mal de stéréotypes circulent sur la génération Z. Ouais. Maintenant, on parle des millénials et dans tous les cas, génération Z ou millénial, on est sur les mêmes. On a besoin d'avoir du sens. Enfin, je dis on comme si j'étais concernée, malheureusement, je n'ai plus 20 ans. Mais ils ont besoin de sens et ils ont besoin de fiabilité et donc de savoir sur quoi ils vont pouvoir s'appuyer, en particulier les aidants. Voilà sur et qu'est-ce qui le fera craquer, c'est effectivement face à un mur, une rigidité et voilà, ils savent que de toute façon ils vont devoir choisir entre carrière et famille et que ce sera la famille qui va gagner, sauf pour ceux qui sont au bord du craquage morbide, j'ai envie de dire, où à un moment donné il va falloir qu'ils se sauvent eux-mêmes et ils vont accepter une mutation loin exprès pour pouvoir justifier l'arrêt de l'aidance. Voilà, on a plein de cas de figure, mais il faut comprendre pourquoi manager correctement. C'est pas de la philanthropie, c'est pas de la calinothérapie, c'est le cœur de votre métier pour les managers qui nous écoutent ou qui nous écouteront. C'est vraiment ça aussi, c'est de connaître les salariés à qui vous avez affaire. J'ajouterais juste qu'il faut faire vraiment attention. Si une parole se libère, si quelque chose est dit, il faut vraiment être dans l'écoute. Parce que s'il y a une décrédibilisation, c'est exactement ce qu'on voit aussi aujourd'hui sur les violences. Hein, si quand on arrive à parler, la première réception est mauvaise, ça va terminer, ça va remettre la chape de plomb parfois à tout jamais. Donc il faut faire aussi attention à ça et ce discours quand même, ce que tu viens de dire sur les millennials, c'est vraiment quelque chose de générationnel où on part du principe que les jeunes, voilà, ce qu'ils vivent, c'est moins important que ce que nous, on vit en tant qu'adultes ou en tant que, voire même personnes en fin de carrière qui sont aidants de leurs parents. Et donc ça, c'est vraiment, j'insiste un peu là-dessus parce que, voilà, si quelque chose ose se dire, il faut vraiment être dans l'écoute, quoi. Tout à fait. Oui. En préparant ce webinaire aujourd'hui, on avait évoqué ça sur les différences transgénérationnelles, hein, sur les différences générationnelles dans la communication. Avec la pause brindille, on travaille ensemble sur des projets d'intégration de la jeune aidance dans les entreprises. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les dispositifs aidants n'incluaient pas les jeunes aidants parce que justement, il y a cette considération qu'on est aidant. L'entrée dans l'aidance en moyenne, l'âge de l'aidant, c'est 34 ans, et que, à 50 ans, il y a de fortes chances qu'on soit aidant de ses parents et tout. Donc, les jeunes sont complètement mis dans la zone grise, dans cet angle mort-là. Mais effectivement, un aidant de 50 ans qui va parler à un aidant de 20 ans, ça risque de bloquer un petit peu. Il y a un sujet qui est, il y a un dispositif qui, pour moi, est très important. Je mets en place et je forme en entreprise les référents aidants. Pourquoi? Parce qu'un référent aidant est une personne neutre par rapport à la hiérarchie, par rapport au manager, qui permet d'interroger et qui permet d'être le lien pour l'aidant. Sauf que le référent aidant, s'il a 50 ans et qu'il va prendre un jeune aidant de 20 ans de haut, le jeune aidant va fermer la porte direct. Et donc, dans les entreprises avec lesquelles on bosse pour la pause brindille, l'idée est de créer une paire aidance, mais avec une paire aidance, comment dirais-je, on peut pas avoir un aidant, un référent aidant par chaque génération, ça n'a pas de sens, mais d'avoir un binôme 20 ans et un peu plus, là, ça commence à avoir du sens. Et même après, si on descend dans toutes les universités et tout, de la même façon, créer de la paire aidance entre jeunes plutôt qu'avec des vieux pions qui ont été aidants ou qui le sont encore un peu, ça ne matchera pas. Voilà, donc cette question, je te laisse la parole après, Alice. Cette question de l'intergénérationnel est hyper importante et ça sera la clé de la parole, c'est-à-dire que
au-delà de notre âge, quand nous, et même moi, je vois quand je vais voir un jeune aidant, si j'ai pas, alors j'ai pas encore testé l'étiquette jeune brindille, mais pause brindille, mais aujourd'hui, un jeune aidant a beaucoup de mal à venir me dire à moi qu'il est aidant parce il a peur que je ne comprenne pas ce qu'il vit lui en tant que jeune aidant. Donc, prendre ça en compte, c'est super important. Et pour Marie Laurencie, dans votre travail aussi, c'est un côté, il faut vraiment montrer qu'on est au courant, il faut en faire des tonnes, limite, pour montrer qu'on est au courant parce que ce fossé intergénérationnel a des conséquences. Alice, je te laisse la parole. Ton micro est encore coupé. Merci. Merci Julie. C'est un rebond en fait sur les deux choses que tu viens d'aborder, puisque en effet, ce que je voulais souligner aussi, c'est que moi typiquement j'ai mis quelques temps avant de parler de ma situation, mais à partir du moment où je l'ai fait, j'ai continué à le faire. Alors on ne le fait pas tous les jours et avec n'importe qui, mais pour la simple et bonne raison que par chance, moi en face, j'ai reçu beaucoup de bienveillance, beaucoup, et que ce soit de la part de ma hiérarchie, de la part de mes RH, et je parle des deux entreprises dans lesquelles j'ai travaillé au cours des dernières années, et c'est là que ça rejoint ton dernier point, de collègues de pairs, voilà, et de différents âges. Et typiquement, si moi, je n'avais pas parlé de ma situation à une collègue qui était dans le même service que communication que moi, j'aurais pas su qu'elle-même était aidante, elle aussi, de sa mère, elle aussi bipolaire. Donc vraiment, elle avait vécu exactement ce que j'avais vécu, hein, et on était dans le même service. La cerise sur le gâteau, si on peut dire, c'est que cette personne, du coup, c'est donné pour mission de faire attention aux signaux faibles, dans mon cas. Et ça a été une des personnes qui est venue me dire à un moment donné, bon, là, Alice, je vois, tu viens de vivre tel stimuli dans ton aidance, je vois bien l'état dans lequel tu es, il faut que tu prennes soin de toi. Tant qu'on n'a pas eu ces signaux, on parlait de quand est-ce qu'on bascule, quand est-ce qu'on craque, on n'a pas eu ces discours-là, on ne s'autorise pas à le faire, et donc la bascule ne se fait pas. Et moi, bien sûr, j'avais des amis qui me tenaient aussi ce discours, mais c'est le discours de ma collègue qui a vraiment été le déclic sur ce premier burn-out il y a quelques années. Et donc, pour revenir sur ton dernier point et l'intergénérationnel, je pense en effet que peut-être certains aidants plus âgés pourraient ne pas comprendre vraiment le vécu du jeune aidant. Mais moi, typiquement, vu que ma collègue avait plus de 55 ans, mais qu'elle avait vécu la jeune aidance, et la même que moi, pour le coup, elle a été vraiment ressource. Et mon manager, lui, il l'a été d'une manière différente, en m'autorisant, en me donnant de la flexibilité, voilà. Les RH en étant plus discrets, mais je les ai à chaque fois alertés. Et je trouve que c'est bien aussi, mais je pense que c'est peut-être un peu plus difficile aussi. Et donc, c'est super joli que tu puisses travailler ça avec eux aussi, parce que la posture pour les RH, je pense, n'est pas forcément évidente à avoir et à doser. Non, on a conscience que c'est très compliqué, hein. Ils ont plein d'enjeux et le fait d'avoir un référent et d'un référent spécialisé est super important, mais c'est pas toujours facile à mettre en place. Donc voilà, je parlerai dans un autre webinaire des solutions qu'on peut mettre en place, mais voilà, il y a des choses qui avancent, il y a des solutions qui existent, voilà. Oui, Axel. Oui, je pensais dans les premières choses, toujours dans l'idée de la libération de la parole, dans les premières choses qui fonctionnent, c'est effectivement appeler au témoignage, parce que quand on intervient dans une entreprise, là, Alice le dit très bien, elle en a parlé, et puis du coup, ça a libéré d'autres paroles, et ça a été très soutenant. Donc, c'est vraiment un axe d'action énorme à la pause brindille. La question du témoignage et du fameux effet miroir. On est en train de travailler un nouveau podcast aussi pour la rentrée qui s'appellera « Je t'entends ».
Et c'est vraiment ça, c'est comment on ne fait pas juste écouter, mais qu'on entend, et qu'est-ce que cette parole, enfin comment cette parole peut résonner chez d'autres et apporter des idées de soutien. Mais je reviens aussi sur la question du transgénérationnel. On a aujourd'hui un énorme vieillissement de la population. Et donc, de plus en plus de personnes mettons, tranche 40, 50 ans, qui deviennent aidants de leurs parents. Mais ils travaillent. Enfin, elles travaillent, ces personnes. Donc, ça veut dire que de plus en plus, d'autres personnes de la famille sont également embarquées dans cette aventure de l'aidance. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des jeunes aidants qui sont au bout de la chaîne et qui sont souvent aidants de plusieurs personnes. Parce que la génération du dessus, qu'on appelle la génération sandwich, hein, par exemple, aidant de leurs jeunes enfants ou de leurs enfants handicapés et aidant de leurs parents, par exemple, ben, ils ont aussi des enfants ou des plus grands. Et on se retrouve avec des jeunes, nous, vraiment, de plus en plus, qui sont aidants de 2 ou 3 personnes. C'est ça. Et j'entends encore, oui, mais c'est normal de s'occuper de ses parents, mais c'est normal, oui, bah, enfin, de tout temps, on s'est occupé d'eux. Sauf que je ne sais pas si vous avez remarqué ou si c'est moi qui ai vraiment une déformation à cause de mon engagement, mais quand même, il y a de plus en plus de personnes malades. Alors, certes, il y a de plus en plus de personnes vieillissantes, il y a de plus en plus de prévalence de handicap, il y a de plus en plus d'addictions, de problèmes de santé mentale. Enfin, je pense qu'on peut parler tous les jours. Et donc, il y a de plus en plus et les cancers. Et je rappelle que les cancers, moi, quand j'étais jeune, on n'osait même pas dire le mot cancer. C'était décédé d'une longue maladie. C'était très, très honteux. Comme après, ça a été le sida. Et puis, aujourd'hui, c'est les addictions. Donc, en fait, cette question de la déstigmatisation, elle est super importante. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas gêné de dire je m'occupe de ma maman qui a un cancer ou de mon frère qui a un lymphome, heureusement d'ailleurs. Mais il va falloir que ça descende jusqu'aux maladies psy et aux addictions. Donc voilà, cette question du multi-aidant aussi, elle est aussi à prendre en compte chez les jeunes. Alors, moi, j'aime bien quand même finir par une petite note positive. C'est-à-dire qu'effectivement, l'aidance est une situation qui est très difficile. Qui est très difficile, qui est très impactante et sur du long terme et qui impacte tout un écosystème. C'est pour ça que pour moi, je fais la différence entre l'aidant et l'aidance. L'aidance, il y a un triptyque qui est déjà l'aidance, ça veut dire aidant et aidé. Et aussi, la troisième partie du triptyque, c'est tout l'écosystème, l'environnement, c'est-à-dire le social, le médico-social, le professionnel. C'est tout cet environnement-là qui est la troisième partie et qui fait ce fameux triangle qu'on appelle aidance. Donc, moi, en fait, oui, les soignants, le médico-social, tout ça, voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que je suis facilitatrice de l'aidant, c'est pas des aidants, parce que on ne peut pas aider un aidant si on ne prend pas en question la situation d'aidance. Et donc l'aider ou les aider, parce que aujourd'hui, on est de plus en plus souvent multi-aidants, sandwich, tout ça. Donc, c'est une situation qui est très difficile et qui impacte. Aujourd'hui, on dit que 20% des salariés sont aidants dans une entreprise. D'ici à 2030, c'est-à-dire dans un peu plus de 3 ans, ça va être 25%, un quart quand même. Mais attention, 100% de l'entreprise est impactée. Ne vous méprenez pas. C'est-à-dire que si vous avez un collègue qui est aidant, vous êtes impacté. Si vous êtes manager d'une équipe où il y a 1 ou 2 aidants, vous êtes impacté sur vos résultats, sur votre reporting, sur votre charge mentale même. Sur l'organisation des plannings, sur plein de choses. Donc, 100% de l'entreprise est impactée. Donc, à partir de là, il faut qu'on commence à comprendre pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, la question n'est pas de quand est-ce que je vais m'en occuper, c'est comment je vais m'en occuper et surtout pourquoi est-ce que je m'en occuperai.
Et donc, c'est là que je rebascule sur mon petit côté positif, c'est-à-dire que oui, c'est difficile, mais on a affaire à des gens qui ont des trésors, non pas à exploiter, mais à mieux voir. C'est-à-dire que je ne suis pas pour dire, oh là 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 là, les aidants développent des compétences clés, ce sont des trésors que vous allez pouvoir embaucher un aidant parce que vous allez pouvoir le presser comme un petit citron. Non, non, non. Mais par contre, oui, vous avez une pépite parce qu'un aidant et un jeune aidant, il s'est complètement formaté, et là je parle sous votre appréciation, Axel et Alice, hein, c'est quelqu'un qui a appris à gérer les crises. C'est quelqu'un qui a appris à écouter avec beaucoup d'empathie. C'est quelqu'un qui a appris à anticiper les besoins. C'est quelqu'un qui a appris à s'organiser et à toujours dans une notion d'anticipation. C'est quelqu'un qui a appris à être autonome et donc à pas forcément toujours attendre après quelqu'un pour avoir une validation. Non pas que ce soit quelqu'un qui soit trop indépendant, mais qui sait gérer des dossiers tout seul et de multiples dossiers en même temps. C'est quelqu'un qui est résilient. Alors celui-là, je l'aime pas pour l'entreprise parce que du coup, on va dire ouais, il est résilient, donc on va lui en rajouter dessus. Mais n'empêche que c'est une vérité. Résilient, c'est aussi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, là où pour l'entreprise, ça peut servir sans trop lui presser. C'est quelqu'un qui ne va pas ruminer dans son coin avec une espèce de comment dirais-je, de rancœur et d'ego, voilà, parce que justement, il a su transcender ça rapidement et donc passer à autre chose. Mais tout ça, c'est pour ça que embaucher un aidant, c'est pas embaucher un boulet, c'est embaucher une pépite. Non pas à presser, mais à valoriser, parce que à partir du moment où sa bulle de normalité, j'aime bien ce terme-là, qu'est le travail, sera une safe place, il pourra performer en sérénité et donc il sera fidèle à votre entreprise. Donc vous allez embaucher des talents qui ne vont pas avoir envie de bouger tout le temps parce que le turnover, c'est quand même une plaie dans l'entreprise en termes de recrutement. Un recrutement vous coûte 20 000 € par an en tant qu'entreprise. Un aidant qui n'est pas identifié vous coûte entre 1 800 et 4 800 € par an et par salarié, ce qui est pas rien, ce qui est pas rien du tout. Donc, le fait de pouvoir créer une safe place pour les aidants, c'est aussi une situation d'économie, c'est aussi une situation de pépites et de talent avec des compétences que toutes les entreprises recherchent. Des compétences, c'est pas forcément qu'un diplôme, c'est aussi des comportements d'équipe, des comportements sociaux, des comportements d'organisation, et je vais pas vous refaire la liste. Tout est sur mon site, tout est sur tout ce que j'ai chez Alice aussi, hein, s'il y a des gens qui regardent le webinaire et qui veulent l'embaucher, tout est chez elle, hein, je confirme. Oui, non, mais je n'en Parce doute que tu pas. vends Voilà. très bien, c'est super intéressant la façon dont on parlait. C'est positif. Ouais. Oui, Oui, ouais, je confirme, hein, Julie, pour avoir été moi-même en position d'être embauchée et de valoriser ses compétences et en tant que manager aussi d'une jeune aidante, on est 100% dans tout ce que vous avez abordé. Hein. Et en effet, c'est une richesse pour l'entreprise, pour l'équipe aussi, sur le point de vue de l'empathie. Et je rajouterais juste une dernière chose, c'est que je crois qu'on l'avait abordé au tout début, mais c'est qu'en effet, la sphère professionnelle peut aussi être source. Elle peut aussi coûter, hein, voilà, mais elle peut aussi être source. Et moi, à plusieurs reprises, ça a été le cas, hein, quelle que soit ma difficulté personnelle d'ailleurs. La safe place, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la safe place et un terrain de jeu. C'est Julie, hein, je crois, qui en parlait, ou toi, Axel. C'est aussi un terrain de jeu dans lequel on a envie de mettre beaucoup d'énergie, même si on en a un peu moins que d'autres salariés. Et donc, ça ne présage pas du tout, loin de là, d'un engagement moindre. En tout cas, moi, c'était clairement pas mon cas. Oui. Ouais. Mais attention au surinvestissement. Parce que ça aussi, du coup, Ouais. là, on est dans une bascule. Ouais. Oui, Nadège. Alors, je voulais. Attendez, Ah, le micro est coupé. Là, vous m'entendez? Oui. Ouais, Voilà, c'est je bon. voulais vraiment vous remercier pour toutes ces infos. Donc, moi, je serai plus attentive quand j'irai faire de l'acculturation auprès de mes collègues en tant que Tilia. Je suis obligée de vous laisser parce que je rentre dans une autre réunion.
Mais Très bien. par contre, les prochaines réunions, la pause brindille, je suis OK parce que j'apprends plein de trucs là. Super, Donc, merci beaucoup, super. Julie, d'avoir Je vais organisé faire ce café. avec grand plaisir. Je fais une pause en juillet-août et je reviendrai en septembre. On se verra à ce moment-là. Mais merci beaucoup. Je prends vraiment les informations et je vais alerter les managers sur des retards au lieu de dire voilà, il est en retard parce que c'est peut-être de dire il est peut-être aidant en fait. Posez-vous la Ouais. question, quoi. Ou on pose des questions supplémentaires. Il est en retard, mais est-ce qu'il a des demi-journées? Est-ce que vous avez remarqué une baisse de Oui, performance? mais Est-ce que il y en voilà. a. En plus, quand tu as présenté ça, dans ma tête, j'ai vu certains de mes collègues jeunes, puisqu'il y a quand même sur Mérignac, je cite de Mérignac BNPPF, beaucoup de jeunes qui arrivent régulièrement en retard. Et tout le monde dit ah, c'est Ali. Ali, il a encore fait la fête hier soir. Et c'est vrai que ça m'a fait sourire parce que j'ai dit on dit ça, mais peut-être que c'est pas ça en fait. Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de jeunes qui sont des branleurs, hein, on va pas se mentir. C'est bon. Voilà, les Oui, mais multicouches, sérieux le reste du temps, hyper sérieux le reste du temps. c'est ça. Voilà, il y a aussi le regarder le à côté. Ouais. C'est Oui, oui, non, voilà, c'est ça. je serai plus Il y a attentive. il Donc, y a une grille de lecture. ouais. Et pour tout ça, j'ai les outils pour ça. Et on fait plein de choses. Voilà. Mais merci Nadège Je d'être vous passée. quitte, mais franchement, super intéressant. Continuez. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Euh, de toute façon, effectivement, l'heure est passée, donc on va conclure tranquillement. Axel, je te laisse le mot de la fin. Ah, je Mais t'ai pris au piège. ce n'est que le début, ce n'est que le début. Franchement, moi, je fais depuis tout à l'heure beaucoup de parallèles avec ce que nous, on vit aussi dans les établissements scolaires, hein, parce que c'est quand même Ah, bah les oui. signes qui sont en entreprise sont déjà visibles pendant la scolarité, hein, l'absentéisme, parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes mineurs qui accompagnent aussi leurs proches dans les rendez-vous. Nous, on a beaucoup de cas de jeunes, quand il n'y a pas de véhicule, par exemple, hein, il n'y a pas de permis, puisque bon, le jeune, si le papa ou la maman ne peut pas aller à son rendez-vous médical, c'est le jeune qui va l'accompagner en bus, donc ça prend des millions d'années. Et voilà, donc c'est vraiment des similitudes. Et effectivement, c'est que le début. Je pense qu'on a beaucoup à faire et que c'est une question qui n'est pas une question d'expert, mais une question d'entraide, de solidarité nationale, en fait. Hein, et Ouais. pas d'autre choix. De toute façon, surtout sur la question des jeunes, les jeunes, c'est notre avenir. Donc, on ne peut pas se permettre, je trouve, en tant qu'adulte, de les laisser arriver épuisés et isolés dans leur premier emploi, quoi. Enfin, je trouve que c'est pas décent. Ça va Donc, trop conditionner la suite. oui, voilà. Pas une bonne suite. Tout à fait. Nous prenons tous nos responsabilités à nos différentes places. Mm. Et puis, bienvenue à tous les jeunes qui passeront par là ou aux enfants des personnes qui passeront par là et qui sont aidantes. Voilà, à la pause brindille, on a plein de projets. Et dans cette question de l'entraide, qui est le fondement de l'axe de développement de notre travail, l'entraide entre pairs, nous avons pour projet de créer une application d'entraide, voilà, qui pourra constituer le premier niveau de soutien digital des jeunes. Et je pense qu'on abordera bien sûr la question salut le chat, la question du travail et de l'orientation au premier emploi et au maintien dans l'emploi aussi. Ouais. Et pour ça, je suis ravie de la collaboration qu'on a démarrée ensemble. C'est cool. C'est cool. Je fais une petite pub pour l'application qui s'appelle, la plateforme qui s'appelle Déjà Vu, qui est aussi partenaire de la Vigie, qui fait déjà la communication entre pairs, c'est-à-dire comment est-ce on peut être écouté entre pairs. Alors, contrairement à la pause brindille, c'est pas du bénévolat gratuit, mais on est sur des pairs aidants qui sont formés à la pérédance, à l'écoute et au soutien des aidants. Donc, il y a peut-être un rapprochement envisagé, je ne sais pas, à voir. J'aime bien faire des rapprochements. Avec plaisir. Avec plaisir.
Mais je te mettrai en lien avec Ok. elle. Est-ce que Lucie, Marie-Laurencie, Alice, vous avez des dernières questions? Non, moi, je voulais aussi vous remercier pour cet échange. Ben, avec grand plaisir, Lucie. Et s'il y a besoin, hein, je suis joignable sur LinkedIn, enfin voilà, sur LinkedIn essentiellement, mais sur mon site, j'ai tous les contacts. Je suis toujours prête à répondre aux questions, à orienter et à faire ce qu'il faut. D'accord. Merci Super, beaucoup. merci. C'était très intéressant. Je viendrai à la prochaine pause café avec plaisir. Cool. Cool. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Eh Bon ben, après-midi. merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne après-midi. J'espère que vous resterez au frais. Et on se revoit partout. On se revoit bientôt. Et bonnes vacances à tous si vous avez la chance d'en prendre. Belle Merci. été. Merci. Au revoir. Et Merci à tout le beaucoup. monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir.